de vous. Bonjour à tous. Alors, me voici en direct pour vous parler du résultat de la concertation avec laquelle je vous ai bassiné pendant un moment en vous exhortant à remplir le nombre assez énorme de questions que j'avais posées. Au début, elles étaient assez succinctes, c'était assez court. Et finalement, j'ai enrichi tout ça de tout ce que vous avez apporté pour élargir un petit peu le champ et pour savoir un petit peu vers quoi on pouvait aller, ce qui vous semblait possible, réalisable et surtout souhaitable pour vos enfants. On parle bien d'école publique, je ne parle pas d'école privée, de petites structures accessibles à un petit nombre de personnes. J'aimerais bien, moi, qu'on change d'école publique, qu'on l'améliore et surtout qu'on apporte le meilleur au maximum d'enfants parce que j'aime bien le fait qu'il y ait, de la qualité pour tout le monde, un tarif défiant toute concurrence. Donc, commençons par parler de pourquoi l'école est bien, pourquoi on l'aime, pourquoi on a raison d'y croire et ce qu'on y trouve. En numéro 1, vous avez mis qu'elle permet d'apprendre à vivre en société. Donc ça, numéro 1, sociabiliser les enfants et les sensibiliser au respect de l'autre. Ensuite, côtoyer les personnes, des adultes, des enfants de toute culture d'ici et d'ailleurs, de tous milieux sociaux. Ça me paraît essentiel, c'est le numéro 2. Numéro 3, apprendre à réfléchir par soi-même, échanger des points de vue, débattre, donner son opinion. Ça aussi, très important et essentiel pour les métiers actuels. Numéro 4, apprendre la contrainte et la rigueur, car celles-ci sont indispensables pour permettre l'apprentissage des notions. Et la contrainte et la rigueur et une forme de discipline est aussi indispensable dans la structure des sociétés privées, dans ce qu'on va attendre de nous plus tard dans les futurs métiers. Numéro 5, elle permet de chanter, bricoler, réciter, déclamer, jouer, théâtraliser, évidemment, et développer concentration, expression en public. Numéro 6, un accès immense à la culture. Numéro 7, ouvrir des horizons très différents. Numéro 8, acquérir les règles d'hygiène nécessaires en communauté. Ça, c'était mes suggestions. Vous les avez classées. Vous avez parlé de celles que vous préfériez. Et j'ai un souci parce que j'ai ma cadette qui est en train de hurler. J'arrive dans 3 secondes chrono. Et heureux. Alors ensuite, l'école ne devrait pas formater, on devrait apprendre un socle commun de connaissances, il y a des amitiés qui sont créées, des souvenirs mémorables, l'importance des activités qui marquent des choses qu'on n'a pas l'occasion de découvrir dans la famille et qu'on découvre grâce à l'école, je trouve ça essentiel aussi, ce sont vos suggestions là. C'est vous qui avez ajouté tout ça, l'ouverture d'esprit, l'esprit critique, la liberté de choix, l'épanouissement et développer une pensée, un esprit critique. J'aborde le rythme scolaire, je pourrais pas couvrir toute la concertation ce soir, il faudra que je revienne plus tard. Coucou Sadia, je vois les gens qui arrivent au fur et à mesure. Je vois vos questions aussi, hein. Vous pouvez en poser en direct si vous avez des choses à ajouter, je le relève tout de suite et puis j'en parle. Le rythme scolaire, donc je parlerai du rythme scolaire et de l'organisation de la classe. Et la suite ensuite. Le rythme scolaire, des vrais temps de repos d'une demi-heure, 3/4 d'heure tous les midis. Oui, à 86,8%. C'est énorme, écrasante majorité, parce qu'on sait bien que les enfants sont harassés, qu'il n'y a pas tant de calme, que les immenses pauses méridiennes sont beaucoup trop source de stress, de fatigue, de je ne sais pas quoi, de stress, de fatigue pour les enfants. Et on aimerait bien que pendant la pause de midi, un petit peu comme nous, ils puissent se détendre, penser, lire, jouer librement, jouer à des jeux de société, des jeux de concentration à plusieurs, regarder des films en VO. Alors là, je suis 100% pour les dessins animés en anglais ou dans la langue étudiée. On y va parce que ça permet d'avoir une musique de la langue. N'est-ce pas Pilipop, n'est-ce pas Swanny? On est absolument pour que les enfants travaillent tout ça. Une lecture à plusieurs voix avec des questions ouvertes posées aux enfants, donc des contes. Le fait de lire à des enfants sachant lire est essentiel parce qu'ils apprennent un vocabulaire, ils entendent un vocabulaire qui est bien élevé, qui est bien plus élevé que ce qu'ils connaissent. Et nous, adultes, sommes des traducteurs, des dictionnaires sur pattes, donc on peut absolument apporter immédiatement l'explication du mot compliqué. Donc l'enfant
comprend, retient et réutilise ce vocabulaire à force de l'entendre. Donc pour élargir la palette, c'est génial. Des lectures aux enfants faites par les enfants. Hyper bon aussi parce que l'enfant s'entraîne à lire et à lire devant un public. Ensuite, passer, alors là, sujet on ne peut plus touchy, passer à une semaine de 4 jours avec une matinée plus une matinée, donc la semaine comme elle était avant 2007. Donc 4 jours pleins plus une matinée. C'est ce qu'on avait lundi, mardi, jeudi, vendredi travaillé. Avant on avait le samedi matin. Ça pourrait être le mercredi matin. Donc sans temps d'activité périscolaire. Mais avec obligation pour l'instit de faire des activités manuelles, de découverte, d'expression corporelle, donc de varier les apprentissages sans rester sur quelque chose de très scolaire. L'après-midi, de vraiment ouvrir le champ des possibles, éventuellement en augmentant le salaire des profs de 10 à 15%, parce que là, on se retrouverait avec un temps augmenté pour l'enseignant. Une réaction, donc vous êtes d'accord à 62%. C'est pas franc et massif comme approbation, mais c'est quand même une majorité. Alors, il y a quelqu'un qui demande pourquoi augmenter le salaire des profs alors qu'ils prennent déjà sur leurs heures de cours pour faire les conseils de trimestre et autres. Alors non, là il s'agit des professeurs de collège-lycée, mais en ce qui concerne les professeurs des écoles, on ne prend pas sur le temps scolaire pour faire les conseils de trimestre. On prend en dehors et en tant qu'institut, ce n'est pas rémunéré ce temps-là. Ce qui n'est pas grave, c'est pas une critique, c'est juste une précision. Inviter des animateurs extérieurs pour aider les professeurs, tout à fait bien, mais il faut trouver les gens, il faut les rémunérer, donc ça a un coût. On ne peut peut-être pas faire ça tout le temps, mais le faire momentanément. Et évidemment, ça permet aux enfants de découvrir de vraies techniques parce que le professeur ne peut pas maîtriser absolument tous les savoirs. Voilà ce qui était précisé dans le commentaire. Autre commentaire de votre part. Cours uniquement le matin avec l'instituteur, des après-midi consacrés à autre chose avec des intervenants extérieurs. Donc ça, c'est un petit peu le concept des temps d'aménagement périscolaire. Donc des sorties, des jeux, des activités manuelles, du théâtre, alors que l'instituteur se consacre à des temps d'accompagnement individualisés avec les enfants qui en ont vraiment besoin. Grosse question. Alors, c'est très bien d'avoir du temps individualisé, mais est-ce que les enfants ayant de vrais besoins ne se sentiraient pas exclus du groupe qui, lui, a des intervenants, va faire une sortie dans un musée, va faire une activité sportive? Là, est-ce que vraiment on n'aurait pas une stigmatisation des enfants qui ont des problèmes et surtout, est-ce qu'on ne les dégoûterait pas complètement de l'école? Je suis très mitigée là-dessus. Je préférerais qu'on réserve un autre moment, une demi-journée consacrée réellement aux élèves en difficulté et rencontre avec les parents, idem durant la moitié des vacances, surtout si le salaire est augmenté. Je trouve l'idée bonne. Les vacances sont relativement longues, mais si on augmente les salaires des enseignants, pourquoi ne pas envisager un vrai moment de réception des familles, d'évaluation, d'échange autour des performances entre guillemets de l'enfant, de sa progression. Passons à l'organisation de la classe. Donc, j'ai demandé si vous trouviez que c'était une bonne idée de donner la possibilité à des élèves d'enseigner aux autres. Oui, franc et massif, 87,3%. Plutôt que d'enseigner vraiment de manière traditionnelle aux autres élèves, ce que j'englobe là-dedans, plus prosaïquement, c'est de faire expliquer par un ou plusieurs élèves, tous ceux qui ont compris, la leçon. C'est-à-dire que on fait une leçon, l'enseignant fait un cours, les élèves qui ont compris le cours ne sont pas tenus de faire l'exercice qui suit, et ceux qui n'ont pas compris ne sont pas tenus de faire l'exercice qui suit non plus. En revanche, ceux qui maîtrisent le cours vont devenir moniteurs des élèves qui pataugent, qui n'ont pas compris, qui ont des questions à poser. Donc ils vont se tenir à disposition dans la classe et les élèves qui ont du mal vont pouvoir venir les voir. Céline, à condition que les temps d'activité périscolaire soient gratuits, les familles qui ont moins de moyens ne peuvent pas suivre. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ça segmente énormément les familles. D'ailleurs, j'ai enseigné 2 ans en Allemagne. Les Allemands terminent les cours à 13 heures. Ensuite, il y avait des AG qui étaient proposés. J'intervenais en tant qu'enseignante de français.
Et en ce qui me concernait, c'était inclus pour les familles. Les enfants pouvaient s'inscrire, c'était totalement gratuit pour eux. Mais tous ceux qui voulaient avoir des activités sportives sympas, des activités artistiques variées, tout cela était assumé par les familles. Donc les après-midi étaient soit oisives, soit occupées par une ou deux aguets en début d'après-midi, mais à partir de 15h, c'était fini, il n'y avait plus rien. Les parents travaillaient encore à ce moment-là. Ou alors les mamans s'arrêtaient de travailler. Et en dehors de ça, les enfants dont les familles avaient vraiment les moyens avaient et des nounous et des activités périscolaires qui coûtaient très cher aux familles. Donc ça, en ce qui concerne les temps d'activité périscolaire, c'est vrai que c'est très compliqué à gérer. Surtout vu les différences de moyens des communes aussi et des familles. Donc pour en revenir à la possibilité de donner aux élèves d'enseigner aux autres, ce que je veux dire par là, c'est que donc il y a des élèves qui vont réexpliquer le cours à ceux qui n'ont pas compris. Il y a une citation d'Einstein que j'adore à ce sujet. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Donc quels avantages voyez-vous à la possibilité donnée aux élèves d'enseigner aux autres? Les enfants se comprennent entre eux, ils comprennent leur vocabulaire, développent de la bienveillance, ça améliorera l'acquisition du savoir pour celui qui va expliquer à l'autre, et ça va aussi améliorer la confiance de celui qui le reçoit, parce qu'il a un élève en face de lui, donc c'est plus facile d'admettre qu'on a un enfant en face de soi et qu'on est au même niveau et qu'en plus on peut poser toutes les questions que l'on veut sans avoir l'air bête entre guillemets. Enseigner est aussi bénéfique pour l'émetteur du savoir que pour le destinataire. Ça, j'en suis persuadée. C'était aussi bénéfique pour moi que pour les enfants. Le fait d'avoir des moniteurs qui partagent le savoir avec leur pairs, ça rend autonome et responsable. Ça développe la citoyenneté, l'entraide, la solidarité. Ça apprend la tolérance. Tout ça, ce sont vos suggestions. J'approuve totalement. Je trouve ça très intéressant. Ça permet d'apprendre que nos différents talents sont complémentaires. Donc, on va maîtriser une matière, mais on ne va pas forcément maîtriser une autre matière. Donc, on sera un moment moniteur, un moment monitoré. On sort des classes d'âge. Tout le monde peut apprendre de ses pairs. Les méthodes d'apprentissage des autres élèves nous éclairent. Donc, il y a un partage de méthodes. Ça permet de développer la confiance en soi, de découvrir son talent. Pourquoi suis-je fait ? On arrive à expliquer ce qui nous passionne et à se rendre compte qu'on est performant dans cette matière parce qu'on la transmet à la perfection. L'élève moniteur utilise le langage de ses pairs, donc là, l'enseignant expose la matière dans son vocabulaire, ce qui permet d'avoir un vocabulaire d'adulte aussi et puis à un niveau élevé. Et ensuite, l'élève va retranscrire avec ses propres mots. Et là aussi, c'est quelque chose de très intéressant parce que petit exemple, moi j'avais rien compris à une leçon de mathématiques sur les théorèmes et j'ai une copine qui m'avait dit à l'époque, c'était au collège, puisque tu es un bébé, on va t'expliquer en bébé. Elle m'a expliqué et là, tout s'est éclairé. Et je me souviendrai toujours de cet après-midi où tout à coup j'ai compris ce que la prof s'esquintait à expliquer depuis des semaines. Donc comprendre que ce ne sont pas uniquement des adultes qui détiennent le savoir et que chacun, quel que soit son âge, peut partager et apporter aux autres, très important. Une fois qu'on a compris une notion, on la maîtrise et on est apte à devenir enseignant soi-même. Je trouve ça formidable comme message envoyé aux élèves. La passion est généralement communicative, donc quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui le maîtrise, aura envie de le transmettre et ça va se ressentir et donnera peut-être envie à ses camarades d'y aller, d'essayer. Ça favorise la prise de parole devant le groupe, essentiel. Le tutorat est plus efficace pour les élèves que le professeur faisant un cours magistral, évident. Les enfants mémorisent mieux s'ils sont actifs et non passifs. Donc celui qui transmet est très actif et l'élève pourra librement et de manière impromptue l'interrompre et poser des questions. Ce qui est moins évident pour le prof dans une classe à 25-30. Il n'y a pas de peur et de rejet du regard de l'adulte et les élèves moniteurs sont plus accessibles que le prof. Tout ça est perceptible dans l'émission de France Culture sur les différents modes d'enseignement, sur le mode simultané et le mode le nom m'échappe. Le mode où les élèves enseignent à leur père, justement. Donc, les critiques par rapport à ce système-là,
on prend un petit peu de distance. Il y a eu un commentaire à ce sujet où on me dit c'est typiquement de gauche consensuelle, de la gauche consensuelle. Donc c'est démocrate, école libre, bobo. Le prof, et là la personne poursuit en disant le prof c'est le prof, il transmet un savoir, l'élève c'est l'élève, il apprend. Sauf que non. Moi aussi j'avais ce vieux schéma vraiment ancré en moi. Et là il s'agit absolument d'avoir une qualité de transmission. Voilà le mode mutuel. Merci Céline. Oh là là, je manque de sommeil et du coup j'ai gardé mon neveu hier soir et du coup ça m'échappe complètement. J'ai le cerveau en bouillie. Donc cette transmission en simultané du prof qui a son statut de prof et de l'élève qui est là et qui apprend sans bouger, ça ne marche pas parce que l'élève a besoin de bouger. L'élève a besoin d'apprendre aussi par le corps et le fait de pouvoir se déplacer, d'aller voir quelqu'un et de lui parler pour pouvoir élaborer son savoir ensemble. Là, change aussi la posture de l'élève, change aussi la posture du prof, ça le désacralise parce qu'on n'a pas besoin d'être sur un piédestal. On a du savoir, il n'y a pas de problème avec ça, mais pour le transmettre, il est bien aussi d'avoir des relais. Ces élèves moniteurs sont aussi des relais, tout simplement. L'élève doit être accompagné, et ça ne destitue pas le prof de son statut. Il a le savoir, il apporte, il stimule, il allume la mèche, il donne envie, et puis ensuite, on délègue aux élèves relais. L'élève doit être accompagné pour préparer un cours. Sinon, on est dans la configuration d'un exposé long et insipide, je suis bien d'accord. Si on part du principe que l'élève va vraiment donner un cours stricto sensu, il faut absolument que le professeur le guide et lui dise comment l'exposer. Et c'est vrai que j'ai vécu des exposés mortellement ennuyeux aussi. Désolée les élèves, mais je pense que je vous avais mal préparé. Super pertinent à condition que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se saisissent de l'opportunité d'être des élèves moniteurs, des élèves relais, et que l'enseignant valorise à fond tous les sujets, pas seulement les plus académiques. Effectivement, il faut absolument donner la même place à l'histoire, aux sciences et à tout le reste pour que ces élèves relais, que chacun puisse exceller dans sa matière, qu'on n'ait pas juste les bons en maths qui soient valorisés, qui soient toujours les élèves relais, les piliers, et les autres qui ne puissent pas transmettre. Les dangers, là on m'a suggéré aussi danger des idées religieuses, sexistes, racistes qui sont véhiculées dans les familles et qui seront propagées par les élèves. Je suis sceptique par rapport à ça, parce que je pense que les élèves relais auront vraiment à cœur de transmettre la leçon, ce dont on parle, et ne seront pas perturbés au point de vouloir transmettre des idées religieuses à travers une leçon de maths, par exemple. Donc ça, à prendre avec des pincettes. Concrètement, une maîtresse qui l'a testé en double niveau, l'enseignement par les pairs, dit qu'il y a de bons résultats. Donc là, c'est du concret. Je continue un tout petit peu avec les classes décloisonnées, des matières proposées par niveau avec des niveaux à valider, des levels comme on dit dans les jeux vidéo. Donc là, vous êtes pour à 88,5%. Donc on imagine, juste pour vous expliquer un petit peu, qu'on a plutôt des élèves ensemble, on n'a pas des élèves par classe d'âge, on a des élèves qui... 3 niveaux ensemble par exemple, on va dire de 6 à 9 ans. Et les élèves commencent l'apprentissage de la lecture, mais aussi la numération, les nombres, la manipulation des nombres, la grandeur et ainsi de suite. En sciences, on va là aussi découvrir les éléments, les différents états de l'eau et tout ça. Et ça sera proposé par les enseignants. Donc il faut qu'il y ait différents enseignants, différents pôles. Et l'élève va aller d'un pôle à l'autre et pouvoir avancer plus vite s'il le souhaite en maths parce qu'il est vraiment motivé et qu'il va pouvoir suivre le niveau suivant. Donc quand on va faire une leçon de maths à un certain niveau, un collègue fera une leçon de maths à un niveau plus élevé. Et on aura des élèves relais qui, eux, pourront aussi transmettre la leçon précédente qui a été vue à des enfants qui arrivent pour qu'ils puissent suivre ces cours de maths à un niveau plus élevé.
Et l'enfant, comme ça, va pouvoir aller plus vite que qu'en cours traditionnel, où on en est tous au même niveau, au même moment, avec la même progression. Quelqu'un qui comprendra moins la leçon pourra revenir aussi, aller dans le niveau précédent et d'abord valider ce qu'il n'a pas compris avant de passer au niveau suivant. Donc on va vraiment avoir des enfants qui pourront travailler à 100% chaque notion et s'assurer de la maîtriser avant de passer à la suite. Et ça me paraît très intéressant. C'est une tannée à mettre en place. On n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Ça nécessite vraiment une refondation de tous les rôles, de tous les enseignants, de tous les niveaux et de l'école en général, et vraiment un consensus de la part des profs. Mais je vous enverrai des vidéos sur Facebook d'une école qui fonctionne comme ça aux Pays-Bas, de plusieurs écoles, les écoles Steve Jobs, et ça marche très 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 bien. Donc ça, à étudier en profondeur. Ensuite, question suivante. Là aussi, largement plébiscité. Arrivé au niveau maximal d'une matière, l'enfant pourrait approfondir en autonomie en faisant des recherches. Donc quand on a fait tout le programme de maths, qu'on est allé très très vite et qu'on a tout vu, là, il fait des recherches et il peut les exposer à ses pairs. Donc vous avez dit oui à 91,4% en ayant tous les supports à disposition, en ayant accès au web, accès aux livres, accès à tout ce dont il a besoin, et surtout en le transmettant aux autres. Donc là, on va de plus en plus vite. Les classes décloisonnées avec niveau dans les matières. Lorsqu'un enfant ne passe pas le niveau 1 d'une matière, d'un projet, que propose-t-on? Là, problème. J'ai fait des propositions. La première, qui est la plus plébiscitée, 67,8%, on établit une fiche diagnostique pour comprendre où ça coince. Mais on ne le laisse pas tomber. On ne laisse pas passer une matière, on ne la laisse pas sur le côté. 36,8%, entretien personnalisé avec l'enseignant qui va proposer un programme ultra light pour cet enfant, qu'il ait au moins le minimum du minimum. 21,6%, une formation pendant la récré avec un camarade volontaire, par exemple. Ça revient à l'enseignement par les pairs, ça marche très très bien. 18,7% autres, il faut qu'on trouve les solutions, je n'ai pas de suggestions. 5,8%, on le laisse, cette matière n'est pas son dada, ce n'est pas dramatique, et donc on ne lui demande pas plus dans cette matière-là. Sachant qu'on est à l'école primaire, c'est 5,8%, je vous comprends, je n'aurais pas choisi ça non plus, je trouve ça un petit peu difficile pour l'enfant. Ensuite, des classes, je proposais toujours dans l'organisation de la classe, des classes de 12 élèves maximum de la grande section au CE1, donc des moments vraiment clés pour l'apprentissage de la lecture et de la numération. Là, oui, à 63,8%. Après se pose la question des moyens. Donc j'avais bien précisé au détriment d'autres choses, parce que les moyens au niveau professeur seront monstrueux. C'est d'ailleurs ce que propose le nouveau président pour les REP. Et c'est ce que quelqu'un me suggère, mesure à réserver au public en réelle difficulté REP. Donc c'est ce qui devrait se faire via un recrutement de professeurs. Moi, j'aimerais bien que ce soit pour l'ensemble de la population, mais c'est vrai que c'est un surcoût monumental, sachant que 95% du budget de l'éducation nationale va au salaire des professeurs. 95% du budget le plus important de l'État est là pour payer le million de professeurs qui enseignent aux enfants. Donc, augmenter ce budget-là, donc augmenter le nombre de professeurs de manière conséquente, paraît être une utopie pour le moment, parce que ça augmenterait le budget énormément. Ou on rogne sur celui de la défense. Mais bon, après, ça me regarde plus. 18 à 20 élèves avec 2 adultes par classe serait plus raisonnable. Ça revient au même au niveau coût budgétaire. Si on est à 1 enseignant pour 12 ou à 2 enseignants pour 20, eh ben là, on est sensiblement pareil. Limiter les classes de 16 à 18, 20 élèves. Un professeur plus un assistant de classe de 20 à 25 élèves. Là, voilà, c'est ce qui... Enfin, ça augmente aussi les coûts par rapport à maintenant. Mesure à réserver au pilier 1. Limiter le temps de vacances, mais pas le nombre d'élèves pour plus d'apprentissage. Donc là aussi, suggestion au sujet des vacances trop longues. Cette réponse-là n'entrait pas vraiment dans le cadre. Je l'ai mise quand même parce que je trouvais intéressant le fait de suggérer de limiter le temps de vacances. Ne pas limiter le nombre d'élèves à l'année, être toujours avec un nombre conséquent d'élèves par classe, me semble difficile. Sachant que la semaine dernière, je vous parlais d'une amie qui a son enfant dans une école privée à 7 élèves par classe, et elle me disait que c'était génial d'avoir un enseignement vraiment personnalisé. Si on met en œuvre tout le reste
Pour les classes décloisonnées, c'est peut-être moins important d'avoir moins d'élèves par classe. Et là, remarque très juste, en effet, si on décloisonne et qu'on a des élèves qui sont des moniteurs pour les autres, on a moins besoin d'avoir des classes plus petites. Au contraire, on peut même augmenter le nombre et ce sera tout aussi facile pour l'enseignant. Donc idéal pour l'apprentissage de la lecture. Les classes décloisonnées, alors gros bloc, c'est le dernier que j'aborderai ce soir parce que sinon c'est trop long et puis vous avez autre chose à faire. Les classes décloisonnées pour plusieurs matières, mais avec un socle commun obligatoire en français et en maths. Ça veut dire que on a tout le monde, tous les élèves d'une classe d'âge qui fait la même chose en maths et en français comme ça se fait maintenant. Donc on garderait le système standard pour le français et les maths et on fonctionnerait par atelier, par pôle de niveau pour le reste des matières. Vous dites oui à 59,5%, non à 27,2%. Donc c'est pas un oui franc et massif, c'est pas vraiment, vous n'êtes pas à 100% pour. Pourquoi ? Parce que les remarques, je dirais, vont toutes dans le même sens globalement. Si on décloisonne, y compris pour les maths, il faut le faire aussi pour les maths et le français, parce que si on décloisonne, il y a de grandes chances que ça fonctionne, que ça marche. Et en maths et en français, c'est là que les élèves ont besoin d'asseoir leurs connaissances. Donc, autant fonctionner par monitoring et par décloisonnement, surtout en français et en maths. C'était vraiment dans ce sens-là qu'allaient vos réponses. Donc, si elle marche, pas besoin d'en exclure les matières dites principales, français, maths, qu'il faut absolument maîtriser. La classe décloisonnée permet peut-être mieux la pédagogie de projet. Donc là aussi, on va pouvoir orienter, faire de la géométrie abordée en maths, en arts plastiques, étudier un texte en le plaçant dans son contexte historique. Et je crois que c'était à peu près tout. Oui, donc c'était vraiment vos suggestions par rapport à la classe décloisonnée qui veut que chacun puisse avancer à son rythme plus ou moins lentement sans que l'on ne sanctionne une acquisition des savoirs fixes par âge à un moment fixe, mais qu'on laisse chacun progresser comme il le voudrait. Christophe Clément, ne me parlez plus d'enseignants jusqu'à demain, j'ai eu ma dose aujourd'hui. Ah, que se passe-t-il, Christophe ? Il y a eu un souci. Désolée. J'espère que c'est pas grave. J'espère que... En tout cas, si jamais vous avez des questions, des suggestions ou des problèmes liés au rapport parent-prof, n'hésitez pas à me dire, à m'écrire sur la page Facebook. Enfin, je réponds absolument à tout. Je réponds pas forcément tout de suite dans la demi-heure, mais en tout cas, j'y réponds. Donc, Christophe Clément, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. La suite de la concertation se fera plus tard dans la semaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais certainement mardi prochain. Et je poste les résultats sur la page Facebook. Tout ce que j'ai là, vous pourrez le consulter. Je vais peut-être l'édulcorer encore un petit peu, sinon c'est trop long. Et surtout, vous pouvez consulter les réponses. Je vais mettre tout ça en ligne sur le site et je le mettrai sur la homepage, comme ça vous trouverez. Je trouve que les livres étudiés à l'école ne sont pas adaptés. Donnez-moi des titres. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il s'agit des manuels ou est-ce qu'il s'agit de romans que le professeur décide de lire avec les enfants pour travailler la lecture ? C'est pas du tout la même chose. Et il se peut que certains enseignants se trompent. On a déjà eu... un collègue qui avait mis en place... Oui, c'était un collègue qui avait mis en place une lecture de roman dans lequel on parlait de choses vraiment très tendancieuses et il a fallu intervenir et dire stop. Donc là, effectivement, des fois, il y en a qui se trompent un petit peu, ou qui pensent avoir une cible un petit peu plus âgée. Et voilà, vive le décloisonnement, je suis bien d'accord. Je pense que ça peut être une des solutions, vraiment. Christophe Clément, je bosse en rep avec le pire du pire, je suis ADSEM et je vois des trucs, waouh. Mais des trucs comme quoi ? Le livre de la jungle, c'est trop complexe, j'imagine. Il faudra qu'on aborde ce sujet des livres à l'école, intéressant. Ce que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants de 3e cycle,
c'est Verte, par exemple, de Marie Desplechin. Il y avait aussi Roald Dahl. Alors Roald Dahl, formidable parce qu'on apprend beaucoup de vocabulaire et que c'est vraiment quelqu'un qui sait parler aux enfants, qui sait raconter des histoires. Donc surtout n'hésitez pas à lire de Roald Dahl à vos enfants. Et voilà, je vous laisse à votre soirée et surtout, on peut continuer à se parler sous la vidéo et je répondrai à tous vos commentaires. À bientôt et suite de la concertation mardi prochain. Ciao, ciao!